Le rendez-vous hebdomadaire des patrons de presse, des éditorialistes de presse, des analystes de la presse est de nouveau dans vos maisons. Mesdames, Messieurs, merci de nous recevoir. Je suis avec plaisir cet après-midi, ce soir, là pour recevoir pour vous deux journalistes donc pour analyser les faits qui se sont déroulés au cours de cette semaine et que les journaux nous ont rapporté. J'ai le plaisir donc de recevoir parmi mes invités un que vous n'avez en tout cas que je n'avais pas encore eu l'honneur de recevoir jusqu'à présent. Son nom, c'est Gabin Goubiyi. Il est journaliste au quotidien Les Pharaons. Gabin Goubiyi, bonsoir. Merci d'accepter notre invitation. Bonsoir, James William Bagedi. Bonsoir aux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Merci donc à vous d'être de ce rendez-vous. En face de vous, c'est un habitué, Mehdi Sagbenko. Vous êtes journaliste, analyste politique. Merci à vous aussi d'accepter de nous accompagner. Merci, chers confrères, et bonsoir aux très chers téléspectateurs. Ce soir, l'actualité revient, bien entendu, nous allons le voir dans la revue de presse, sur plusieurs éléments. Le premier conseil des ministres du nouveau gouvernement, ainsi que vous le savez, la semaine dernière, en fin de semaine, le chef de l'État, le président Patrice Guillaume Atanas Talon, a procédé à un remaniement ministériel. Il y a donc eu ce mercredi le tout premier conseil des ministres pour ce qu'on peut appeler les petits nouveaux. Et puis d'autres sujets, la rentrée scolaire 2019-2020 et ses corollaires, nous en parlerons. Et nous nous envolerons à l'international, ce n'est pas souvent le cas, mais aujourd'hui nous allons consacrer une bonne partie de l'émission aux obsèques de Robert Mugabe. Nous allons parler de l'héritage de l'homme après avoir donc consacré quelques minutes à ces obsèques grandioses et je dirais même démesurées. Voici donc déjà pour commencer la revue de presse, elle est signée Ulvaeus Balogun. Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité cette semaine, que des actions sociales au menu des quotidiens. Fraternité ouvre le bal en manchette. Au terme du dernier remaniement ministériel, le gouvernement amorce le virage social. À en croire ce quotidien, Patrice Talon et son gouvernement font preuve de magnanimité. Ce qui est plutôt rare, renchérit le journal en énumérant les dernières décisions prises. Primo, des milliers d'agents irrégulièrement reversés dans la fonction publique et exerçant depuis plus de 10 ans et qui devraient faire l'objet d'un renvoi pur et simple seront maintenus en service pour des raisons d'ordre social. Secondo, 2476 agents qui prêtent leurs compétences depuis le 31 décembre 2017 et qui n'ont toujours pas fait l'objet de reversement le seront désormais. Tertio, quelques milliers d'agents du fait des modifications intervenues dans leur carrière et qui ne pouvaient pas prétendre à une pension de retraite proportionnelle seront maintenus sous le régime de la CNSS. Et c'est l'État qui prendra en charge le versement de leurs cotisations sociales. Libération sur la même lancée, titre « Près de 3 milliards de francs CFA pour assurer la pension aux retraités ACE ». Talon à fond dans le social. Le journal ajoute que l'incidence financière des compléments de cotisation à verser par l'État pour le compte de ses agents s'élève à près de 3 milliards de francs CFA. Le journal poursuit sur la régularisation du statut des agents en fonction depuis 2017 et écrit « Grand ouf de soulagement pour 2476 fonctionnaires ». Le meilleur conclut que Patrice Talon et les siens sortent la face sociale de la rupture. Ce qui fait dire à Le Matin que ces mesures sociales constituent un acte de solidarité envers des catégories vulnérables. À Bénin Intelligent d'en déduire que la rupture fait sourire. Le sourire également sur les lèvres des enseignants en cette veille de la rentrée scolaire 2019-2020. C'est la presse du jour qui renseigne une panoplie de mesures pour une année scolaire apaisée. Le journal explique que toutes les dispositions ont été prises au plan administratif, matériel et social pour une année scolaire apaisée. Fraternité ajoute, rentrée scolaire 2019-2020, le gouvernement prêt pour une année sans grève. Selon ce quotidien, tous les établissements publics ont bénéficié des subventions pour le bon fonctionnement des activités scolaires. Les diverses primes prévues d'ordinaire à chaque rentrée scolaire sont également déjà disponibles et positionnées dans les différentes banques. À cela s'ajoute la nomination des responsables d'établissement avec comme point d'honneur le respect des grades et de l'ancienneté, l'organisation des journées pédagogiques
pédagogiques, le réaménagement du temps scolaire, la normalisation du format des épreuves et l'ouverture des lycées techniques et professionnels de Tchaourou et de Bopa. Le matinal parle alors des efforts du gouvernement pour une rentrée et une année apaisée. Info Plus évoque également toutes les diligences accomplies pour une rentrée apaisée. L'événement plus précis mentionne que Talon opte pour une rentrée apaisée avec le paiement des primes et subventions aux enseignants. Le meilleur conclut que le gouvernement pose les jalons d'une année scolaire sans anicroche. Une note triste à présent, l'armée est en deuil. C'est Bénin Intelligent qui donne cette information et signale que la mort a frappé 3 des vaillants soldats de l'armée béninoise dans la commune de Savet dans un accident de la circulation. Le journal explique que le véhicule cargo qui transportait des éléments du 2e bataillon interarmes de Parakou se rendait en mission à l'école nationale des officiers de Tofo. Le camion a eu un problème pneumatique, ce qui l'a fait projeter dans un ravin. Le clairon écrit « Patrice Talon salue la mémoire des militaires disparus ». À en croire ce quotidien, le chef de l'État a salué sur sa page Facebook, en sa qualité de chef suprême des armées, la mémoire de ces braves soldats tombés au cours de l'exercice de leurs fonctions au service de notre patrie. Le leader du jour parle de la compassion affective de Patrice Talon. Et ce sera tout pour l'actualité de cette semaine. Ulvaeus Balogun, rendez-vous dimanche prochain. C'était donc la revue de presse de Ulvaeus Balogun qui nous a donc replongé dans les mesures sociales qui ont été annoncées à l'occasion du premier conseil des ministres du nouveau gouvernement du président Patrice Guillaume Athanase Talon. Gabin Ngoubiyi, vous avez suivi ce premier conseil des ministres et avant ce premier conseil des ministres, il y a eu ce remaniement ministériel. Vous avez vu venir les nouveaux. Déjà parlons de notre corporation, c'est l'un des secteurs touchés par le remaniement. Qu'est-ce que vous attendez, vous, du nouveau ministre de la Communication? Merci. C'est vrai que d'abord, parlant du remaniement, d'aucuns avaient pressenti un remaniement assez large où il y aurait beaucoup de portefeuilles ministériels qui seraient renouvelés, qui auront de nouveaux titulaires à leur tête. Et cela n'aura pas été le cas. À l'arrivée, on a constaté qu'il y a juste 6 portefeuilles ministériels qui ont été pourvus. Donc, ça a consacré 6 nouvelles entrées, dont justement celle dont vous avez parlé, le ministère de la Communication, qui est désormais confié à un avocat. Maître Alain Ouroula. Maître Alain Ouroula, c'est un domaine presque similaire parce que c'est quelqu'un dont on connaît l'éloquence et la verve. Je crois qu'il a déjà annoncé une partie de sa feuille de route après, à l'issue du premier conseil des ministres, son baptême à ce conclave gouvernemental-là. Moi, personnellement, j'attends, comme il a si bien planté le décor, fait l'état des lieux, qu'il assainisse un peu le milieu. Parce qu'il faut le dire, le diagnostic qu'il a posé vis-à-vis de la presse par rapport à notre corporation me paraît juste. Il y a beaucoup de choses à refaire et je crois que là-dessus, il a des chantiers en vue et qu'il se mettra résolument et dans les jours à suivre à attaquer ces sentiers-là pour assainir un peu le milieu. Vous avez vu, vous aussi, Mehdi Sagunko, ce nouveau gouvernement qui entre en fonction. Quel regard avez-vous porté déjà quand le remaniement a été annoncé sur cette nouvelle équipe? Merci bien, cher confrère. D'abord, j'ai vu de nouveaux ministres très rayonnants et très, très volontaristes. Et ils sont décidés à bien travailler, qui déjà, à l'occasion de la rentrée gouvernementale, ont commencé à exprimer leur vision pour leur portefeuille. Donc, ce qui a permis de constater que c'est effectivement des cadres vraiment conscients et compétents qui sont appelés pour entrer au gouvernement. Maintenant, lorsqu'il faut venir au cas de notre ministère de tutelle, le ministère de tutelle des médias, le ministère de la Communication, tout à fait. J'ai lu un ministre qui a fait également, comme vient de le dire le confrère Ngoubiyi, a fait un bon diagnostic. Maintenant, c'est dans la mise en œuvre qu'on aura apprécié. Parce que dans cette mise en œuvre, il faut veiller à ce que tous les actes à poser, les décisions à prendre soient vraiment conformes aux réglementations. Puisque le secteur des médias, c'est un secteur très sensible et tous les actes qu'on prend en direction de ce secteur sont appréciés de l'étranger.
parce que c'est le secteur, c'est le baromètre même de la liberté de la presse. Absolument, et de la démocratie Et de la démocratie en général. Donc, lorsque vous êtes ministre de la communication, c'est de poser les actes avec tempérance, avec prudence, pour être sûr que les décisions prises ne sont pas contraires aux conventions internationales, parce que la liberté de la presse n'est pas seulement l'apanage d'un pays. Au-delà des réglementations au plan national, il y a des normes internationales qu'il faut observer pour savoir décider. Raison pour laquelle, lorsque le ministre pose un diagnostic, par exemple, pour dire que la presse béninoise a battu le record de la quantité en termes de journaux, mais il reste à relever le défi de la qualité, oui, ça c'est exact. Absolument. Ça c'est exact. Maintenant, est-ce que la solution envisagée sera, par exemple, que de procéder à une réduction du nombre de journaux? Il n'a pas dit. Non, c'est une question que je pose. C'est que, donc, si éventuellement on en viendrait là, c'est qu'avec avec une méthode inappropriée, ça peut susciter des débats au plan international. Donc, le ministre nous a déjà convaincus. De toute façon, dans le métier, nous ne sommes pas inconscients du fait que la pléthore de journaux qui existent dégrade quelque peu l'image du journaliste béninois quand on sait comment se passent parfois les activités au sein du métier. Bien sûr. Ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais au plan international, il est bel et bien écrit dans les textes que l'édition et l'imprimerie sont libres. Donc, à partir de là, c'est que chaque État, en voulant définir sa politique, doit veiller à ne pas trop restreindre également les conditions. Mais il faut de la qualité. Et de toute façon, le ministre annonce qu'il y aura on aura à l'apprécier à l'œuvre. À l'œuvre, justement. Et les autres ministres également se sont désormais intégrés la nouvelle équipe gouvernementale au grand complet. Vous avez vu une nouvelle ministre du Commerce qui également a pris ses marques. On ne la connaissait pas, la ministre du Commerce, Sadia Assouma. Vous avez vu donc ses premiers pas, déjà un message à l'endroit du public à l'occasion d'une journée internationale concernant la liberté, le droit de propriété industrielle. Vous voyez ces nouveaux ministres capables de mettre en œuvre le programme d'action gouvernementale tel qu'il est concocté, un programme quand même assez lourd. Oui, c'est d'ailleurs le cahier de charge qui lui a été attribué. Vous savez, dans le reportage que j'ai suivi de votre élément qui était sur le terrain, le chef de l'État a reprécisé à l'ensemble du gouvernement les principes qui doivent gouverner les actions. Et à l'occasion, il a rappelé à chacun des ministres le cahier de route et les principes qui doivent être les leurs. Et je pense que la ministre dont vous parlez justement a également son cahier de charge. D'ailleurs, à l'occasion de la passation de service, il paraît que un bon nombre d'agents de ce ministère ont salué son arrivée et ont décrié un peu. Bon, il paraît que le ministre sortant a été presque hué par ses anciens collaborateurs. Bref, on ne va pas nous étaler là-dessus. Toujours est-il que Sadia Assouma, dont vous parlez, elle sait qu'elle aura désormais à continuer ce qui a été déjà entrepris pour finaliser les volets du PAG qui restent à faire pour les 19 mois du mandat qui est en cours. Et puis, ce premier conseil des ministres, Mehdi Sagwenko, Gabin Goubiyi, a consacré de nombreuses mesures. On l'a entendu à l'occasion de la revue de presse. Des mesures sociales nombreuses ont été annoncées, notamment ces agents qui n'avaient pas droit à une retraite appropriée, qui vont y avoir droit. Ces agents, en tout cas, plusieurs mesures ont été annoncées. Certains journaux ont parlé de l'amorce d'un virage social pour le gouvernement. Est-ce que vous le voyez ainsi? Le virage social, pour moi, est déjà entrepris depuis. Vous savez, quand on perd souvent le débat sur le social, je crois que chacun essaie de faire son analyse en tenant compte peut-être des problèmes qu'il est en train de vivre. Mais s'il y a l'électricité quotidiennement, c'est déjà le social pour moi. Si déjà les populations parviennent à sécurer. Non plus, hein? Oui, mais si le gouvernement quand même crée les conditions pour fournir l'électricité, rendre cette denrée-là disponible aux populations, c'est déjà le social. S'il y a la sécurité. L'inauguration récente de la centrale de Maria Guetta II. Maria Guetta II qui est passée presque inaperçue, mais quand même qui est une grande action pour le gouvernement, un grand point que le gouvernement a marqué sur ce plan-là. Si déjà on a la liberté de circuler, et de circuler, d'aller et de venir, et tout ça, pour moi, ça fait partie du social. Maintenant, ce dont vous parlez à l'occasion
du récent Conseil des ministres. Je trouve que ça a été des mesures qu'il faut saluer. Des mesures qu'il faut saluer, ça vient consacrer un peu l'ambition du gouvernement de se pencher résolument sur les conditions des agents de l'État qui, vous l'avez dit, sont qui ont irrégulièrement intégré le personnel permanent de l'État, mais pour des raisons d'ordre social, justement, le gouvernement a cru devoir ne pas leur faire appliquer la sanction que les textes disent, mais il a décidé, n'est-ce pas, de les garder dans la fonction. Et pour le cas des retraités dont vous parlez, je pense que c'est une très bonne chose également, parce qu'il y a une disposition, je crois, de 2016 par là, qui contraignait certains de ces agents-là à une retraite anticipée. Et ils n'étaient pas appelés à jouir pleinement de leur pension de retraite, comme le cas souvent de retraités qui sont reversés, nous, la CNSS. Ceux-là étaient frappés, n'est-ce pas, de cette... Il y avait cette épée de Damoclès là qui planait sur eux. Ils allaient avoir juste droit à une pension de retraite en fonction, n'est-ce pas, de la loi qui était en question. Mais le gouvernement a jugé bon de les considérer comme des agents à part entière et de prendre en charge la totalité des reversements qu'ils doivent, des frais de cotisation qu'ils doivent donner pour que jusqu'en 2030, pour la plupart, ils puissent avoir droit à des avantages liés à leur statut de retraité. Absolument. Et justement, Médis Agbenko, vous avez aussi suivi ces mesures sociales. Ces agents qui ont été reversés dans la fonction publique de manière, selon le Conseil des ministres, fantaisiste pour certains, ne seront finalement pas renvoyés. Est-ce que vous avez été surpris quand le gouvernement a annoncé cette mesure, je dirais, de clémence? Merci bien. Est-ce que j'ai été surpris? Non. Je n'ai pas été surpris parce que je me suis dit, à partir d'un certain moment, au regard des lamentations au sein de la société et que les décideurs étant aussi de la société, qu'ils entendent tout ce qui se dit, donc qu'ils ont ils ont compris qu'il faut à un certain moment donner une empreinte sociale aux décisions. Et ça a commencé à se faire sentir déjà par endroits. Déjà, lorsqu'on prend la question de l'évaluation des enseignants, où le gouvernement a promis clairement qu'il n'y aura pas de radiation, c'est déjà un élément qui illustre que le pouvoir exécutif est désormais engagé dans le sens de la sauvegarde des emplois. En me basant sur cet élément, je me suis dit que c'est tout à fait normal que d'autres corps ou bien d'autres catégories d'agents continuent de bénéficier de cette magnanimité de la part du pouvoir. Et c'est une décision qu'il faut saluer, puisque imaginez-vous, ce grand nombre de fonctionnaires ayant déjà capitalisé cette expérience, des gens qui seraient déjà certainement pères, mères de famille et qui du jour au lendemain seront contraints à laisser leur boulot, c'est que tout ce que cela peut engendrer en termes d'impact social. Donc c'est certainement cette longueur de réflexion qui a inspiré cette décision du gouvernement qui a décidé de régulariser leur situation, au lieu de les radier. Donc cette régularisation, ça va permettre à ces agents d'avoir désormais un plan de carrière sérieux, un plan de carrière vraiment normal pour pouvoir conduire leur profession jusqu'à la retraite. Mais dans ce Conseil des ministres, ce que je trouve fondamental en termes de mesures sociales, c'est beaucoup plus le point 1 qui porte sur le lancement de la campagne de commercialisation du karité. Ça, je trouve cela que d'abord c'est du social parce que ça touche d'abord au monde agricole. Des gens qui sont au soleil, qui se battent pour produire des cultures qui sont destinées à être vendues. Et il a été dit dans le Conseil des ministres que le prix plancher, c'est-à-dire le prix en dessous duquel il ne faut pas aller, ça fait 100 francs le kilogramme. Et ce montant a été décidé ou a été fixé à la demande ou bien à la doléance même des producteurs. Et un peu plus loin, il y a même un alinéa de ce compte rendu du Conseil des ministres qui accorde même des exonérations, des facilités au niveau des communes pour que des taxes ne soient pas perçues sur ces produits afin de faciliter leur commercialisation et de faire jouir les ristournes aux producteurs.
Ça, c'est vraiment important en termes de social. Puisque imaginez-vous que la décision minimisait beaucoup plus le prix d'achat et que des taxes avaient été décrétées sur le produit. Ça veut dire que ce qui reviendra en termes de bénéfices aux producteurs sera infime. Mais aujourd'hui, avec cette décision, on est rassuré que le producteur va s'en sortir avec un grand bénéfice. Et qui dit bénéfice dit argent qui va dans la poche du producteur. Bien sûr. Donc, c'est des ressources. En espérant que des intermédiaires ne vont pas s'accaparer de ces ressources qui vont être régénérées. Oui, tout à fait. Ça, c'est également un aspect de la chose. Mais tel que c'est dit dans le compte rendu, je pense qu'il doit y avoir un mécanisme de suivi, même déjà à la base au niveau des communes, pour prévenir ces éventuelles velléités ou bien ces éventuels dérapages. Donc, c'est d'encourager le gouvernement sur cette lancée du social, parce que c'est comme on le dit, que veut le peuple. Le peuple ne veut pas mieux. Le social, et puis avec un chef d'État qui souhaite être porté en triomphe à la fin de son mandat, c'est qu'il faut placer le social au cœur de la gouvernance. Il lui reste justement 19 mois pour atteindre cette popularité, pour être porté en triomphe à la fin du mandat. Quand il décide, Patrice Talon, donc vous avez déjà commencé à en parler, de ne pas se séparer, de ne pas débarrasser l'administration des agents qui avaient été recrutés de manière fantaisiste, est-ce que ce n'est pas aussi un déni de l'action qui a été menée jusque-là, parce que le gouvernement s'est montré bien plus rigide, plus radical par le passé devant ce type de situation? Oui, c'est vrai qu'il y a eu un peu de fermeté par rapport aux agents qui essaient de rentrer dans la fonction publique sur la base de faux diplômes. Et de ce point de vue, ça n'a pas changé, hein? Les faux diplômes seront forcément radiés. Voilà. Seulement ceux qui ils avaient le diplôme, mais le processus de recrutement n'était pas, le plus régulier, donc ceux-là sont maintenus. Oui, c'est bon. Je trouve que l'option n'est pas mauvaise. L'option n'est pas mauvaise parce qu'on se dit, quelqu'un qui perd un emploi, c'est peut-être du monde derrière, c'est une charge, c'est une famille, c'est des gens à nourrir. Et je trouve que c'est plutôt une bonne action, même si parfois vous êtes à la tête de l'État, vous devez prendre certaines décisions. S'il faut le faire en violation de certaines lois qui, quand vous le voyez, peuvent amener des situations pires, je pense qu'il faut choisir la bonne option. Et là-dessus, je trouve que le gouvernement a bien fait. C'est vrai qu'on se dit aujourd'hui pourquoi certains avaient été frappés par cette mesure-là par le passé, mais aujourd'hui, subitement, il y a un regain de bienveillance, un regain de générosité. Mais il faut dire aussi que le cas de ces personnes qui ont été arrêtées jusque-là, c'est parce que les administrations ne fonctionnaient pas comme cela se doit. C'est ça, si vous voulez parler des structures sous tutelle, des trucs comme le NASA et autres là, le gouvernement a cru devoir laisser pour faire l'état des lieux, pour voir si éventuellement on pourrait mieux rendre... Est-ce que ces gens-là étaient utiles à l'administration? Voilà, justement. Aujourd'hui, on peut supposer que ceux qui sont maintenus sont bien plus utiles à l'administration que ceux qui avaient été... Il faut nuancer. Il faut nuancer par rapport à ce cas-là. Maintenant, si on parle du processus de recrutement même, en principe, cela ne doit pas frapper la personne qui a régulièrement introduit ces dossiers, qui est appelé à travailler au sein de l'administration publique. C'est des cadres qui sont chargés de suivre ces dossiers-là, qui ont failli dans le temps. Et là, j'appelle le gouvernement à sanctionner ces gens-là s'ils sont encore au sein de l'administration, parce que ce n'est pas bien que vous passiez par des moyens détournés pour rentrer dans l'administration. Parce que justement, cette bienveillance que nous saluons aujourd'hui, cet élan vers le social que nous sommes en train de saluer, ne doit pas être synonyme enfin, ne doit pas servir de règle ou bien ne doit pas faire école pour d'autres cas. Que les gens ne se disent pas que, bon, quelle que soit la manière avec laquelle je rentre au sein, j'intègre l'administration publique, les gouvernements viendront étaler. Enfin, les gouvernements vont venir peut-être me réintégrer, c'est-à-dire légitimer et ma profession, ce n'est pas le cas. Je ne pense pas que cela ne doit pas être ainsi. Très bien. À l'occasion de ce premier conseil des ministres, on a évoqué également la rentrée scolaire. Nous sommes à la veille de cette rentrée scolaire 2019-2020. Demain, lundi 16 septembre, la rentrée scolaire démarre au Bénin. Et des mesures d'apaisement, de nombreuses mesures d'apaisement ont été annoncées, là également à l'endroit des enseignants, des écoles. Quel regard avez-vous porté sur ces mesures? Je suppose que forcément vous êtes satisfait.
Merci bien, chers confrères. Il faut reconnaître que les préalables devant conduire à une rentrée scolaire apaisée ont été réglés. En l'occurrence, la question de la prime de rentrée au profit des enseignants, dont le décaissement a été déjà fait. Donc, il ne restera qu'au niveau de quelques banques qui vont procéder au virement, mais le gouvernement a déjà joué sa partition. D'ailleurs, les virements sont faits. J'en connais des enseignants qui ont Oui, déjà reçu. Dans certaines banques, beaucoup ont déjà reçu. Voilà, donc il n'y a que les retardataires qui, peut-être, dans les prochaines heures, n'auront qu'à recevoir. Donc, ça veut dire que le gouvernement permet... Si vous avez des enseignants qui sont créanciers, débiteurs, vous pouvez déjà commencer à les appeler. Bien sûr. Donc, le gouvernement permet aux enseignants de commencer la rentrée, comme on le dit, sourire aux lèvres, parce que si cet aspect n'était pas réglé, c'est que ça pouvait déjà susciter des grincements dedans, et dès même le premier jour. Donc ça veut dire qu'on n'en aura pas droit. Et autre élément, les mutations également sont réglées parce que... Voilà, à bonne date, puisque lorsqu'on parle de rentrée, quand bien même on règle les questions de primes et que les mutations ne sont pas réglées, ça veut dire qu'il y a toujours un problème. Voilà, donc c'est ce qui est déjà conjugué au passé qui est désormais réglé. C'est vrai qu'il y a encore une catégorie d'enseignants qui sont dans l'attente des résultats des évaluations diagnostiques. Nous en parlerons dans un instant. Oui. Voilà, mais globalement, c'est que chacun est désormais fixé et c'est où est-ce qu'il prendra fonction. Chacun est fixé sur son poste. Donc, tel que ça s'est passé, c'est que demain, les élèves vont retrouver le chemin de l'école, les enseignants seront au rendez-vous et une chose est certaine, les cours reprendront demain. En principe, oui, parce que généralement, la période et les premiers jours de la rentrée sont utilisés pour remettre les classes au propre, les élèves viennent nettoyer, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse le plus. On a vu, le gouvernement a annoncé ces mesures, mais également, il y a quelques semaines, l'évaluation diagnostique a eu lieu. Et avant l'évaluation diagnostique, il y a eu une autre évaluation pour les préparer, ceux qu'on appelle les enseignants honoraires, à entrer dans la fonction publique en tant qu'ACE ou APE. Là maintenant, il y a, depuis quelques heures, semble-t-il, les résultats de cette évaluation qui sont en train de tomber. Est-ce qu'on n'a pas donné ces résultats déjà un peu tard, parce que la rentrée c'est demain, et plusieurs de ces enseignants devraient normalement être dans les classes? Oui, le gouvernement saura prendre les dispositions. Le gouvernement saura forcément prendre les dispositions. C'est vrai que l'évaluation dont il s'agit a été organisée il y a courant août, notamment le 24 août pour la grande majorité. Les enseignants reversés en agent contractuel de l'État en 2008, je crois qu'ils viennent d'être fixés sur leur sort. Et pour ce qui est des résultats, moi j'ai été un peu surpris du taux, parce qu'on nous a annoncé 50,24%, quelque chose du genre. Environ. Donc je trouve que franchement, ça n'honore pas trop notre école. Parce que si on catégorise un peu, on trouve qu'au niveau du primaire et du secondaire, du primaire et de la maternelle, que le taux d'échec est assez alarmant. On nous a annoncé un peu plus de 70% de taux d'échec. Qu'est-ce qui n'a pas marché à ce niveau-là? Je pense que le gouvernement a désormais des éléments d'appréciation, saura sur quel levier il faut opérer pour véritablement améliorer le niveau de l'école. Parce que c'est l'enseignement à la base. Il faut que l'enfant ait un bon niveau déjà à la maternelle et au primaire pour prétendre prendre le pli déjà au niveau du primaire pour bien évoluer tout au long du cursus. Parce que c'est ceux-là qui sont appelés à former les futurs cadres. Et si déjà on nous annonce ce genre de résultats, moi je trouve que ça craint. D'autant plus qu'avant l'évaluation diagnostique, vous vous rappelez, il y avait eu quelques levées de boucliers, quelques personnes qui avaient invité leur père à ne pas se présenter à l'évaluation, et d'aucuns suspectaient déjà qu'il y en a peut-être dans le lot qui avaient peur de révéler leur vrai niveau. Je ne veux pas croire, je ne veux pas penser que les faits sont en train de donner raison à ces personnes-là qui ont pensé que les gens craignent l'évaluation justement parce qu'il n'y a pas le niveau. Mais je voudrais compter sur le bon sens du gouvernement pour apprécier ces résultats et donner telle suite qui plaira. Tel qu'on l'annonce donc, si les résultats ne sont pas si bons au primaire, est-ce que ce n'est pas la preuve que le gouvernement avait raison de chercher à évaluer? Bien sûr, puisqu'il a fallu l'évaluation pour qu'on découvre
ce visage vraiment de l'école, ce visage de l'enseignant, comme quoi il y a... Bon, n'oublions pas qu'il s'agit seulement de la promotion 2008 de reverser. Donc, oui, au niveau des ce n'est qu'une partie des enseignants. On ne peut pas globaliser sur... C'est là que je voulais en venir pour dire qu'il y en a dans la catégorie dont les niveaux présentent vraiment des faiblesses. C'est ce que, surtout au niveau de l'enseignement primaire, du primaire et de la maternelle. Donc, c'est des faits qui, comme nous le reconnaissons, donnent raison au gouvernement sur ce point. Puisque s'il n'y avait pas eu l'évaluation, c'est que ces enseignants vont traîner les lacunes et continuer à former des élèves ou bien des écoliers avec leurs lacunes, les induisant certainement en erreur. Maintenant que le diagnostic est posé, c'est de penser à comment y remédier. Ça, c'est important. Et venant à la question du retard des résultats que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est de reconnaître que ce retard, en réalité, est dû au report successif des dates de composition pendant les vacances, puisque la période de composition a été reportée à plusieurs reprises. Donc, ce décalage, c'est ça qui agit aujourd'hui sur la disponibilité avec retard des résultats. Sinon, il aurait été souhaité que les résultats viennent plus tôt pour que les enseignants soient plus tôt fixés. Il y en a seulement que c'est peut-être hier ou avant-hier qu'ils ont été fixés sur leurs résultats et leur nouveau poste. Ce qui peut entraîner des difficultés de mobilité ou bien de déménagement, ainsi de suite. Ça veut dire que si les résultats étaient venus plus tôt, et que beaucoup de dispositions auraient pu être prises au niveau de ces enseignants. Mais ces résultats sont en train d'être rendus publics, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire si effectivement il y a une partie des enseignants qui n'ont pas atteint le seuil de réussite? Faut-il les écarter de la fonction pour le moment? De toute façon, il a été prévu qu'ils seront formés pour que leur niveau soit amélioré. Oui. Mais en attendant, que faut-il faire? La rentrée, c'est demain. Oui, l'approche de solution qui s'offre au gouvernement, c'est de voir d'abord parmi ceux qui ont échoué, s'il y a des gens... Ceux qui n'ont pas atteint le taux de succès, le niveau approprié. Le niveau approprié. Bon, échec, vous voulez qu'on aille par euphémisme. Je n'aime pas beaucoup le thème échec. D'accord. Donc, de voir parmi ceux qui n'ont pas pu obtenir la moyenne, s'il y en a qu'on peut mettre en formation pendant peut-être qu'ils sont en situation de classe. C'est vrai qu'au niveau du primaire, cela peut paraître beaucoup plus difficile. Oui, puis c'était au secondaire, ça sera beaucoup plus facile. Oui, effectivement. Voilà, mais dans le primaire, mais de voir quand même le mécanisme approprié. Sinon, une chose est sûre, le besoin en main-d'œuvre se fait sentir sur le terrain. Donc, prélever tout cet effectif et les mettre de côté, et que ça va créer également un problème de pénurie d'enseignants. Donc, en termes, à l'issue d'une évaluation, lorsqu'on finit de corriger les copies et qu'on les apprécie selon diverses modalités, il doit y avoir des cas d'insuffisance, des médiocres. Bon, donc les médiocres, forcément, on sait qu'on ne peut pas les promouvoir. Maintenant, si c'est 9 et ça fait insuffisant, donc à partir de là, quand même, la moyenne 9, c'est également une moyenne d'admissibilité. Donc, au moins, ceux qui ont eu 9, si on peut être en train de les utiliser en attendant de renforcer leurs capacités, c'est également une piste possible qu'il faut emprunter pour pouvoir quand même permettre aux apprenants d'avoir des enseignants et de maintenant réfléchir à la suite. Et en ce qui concerne cette suite, les diverses options possibles avaient été déjà annoncées par le gouvernement, qui sont ceux qui doivent être reversés dans d'autres secteurs, qui sont ceux qui iront carrément en formation. Ça, c'est une réflexion qu'il faut mener par la suite. À la suite de cette première résultat, il n'y a pas encore de personnes qui soient déjà promis à d'autres secteurs. Il faudrait d'abord une formation. Justement, si je m'en tiens aux propos tenus par le ministre lors de la conférence de presse du 8 août dernier, si j'ai bonne mémoire, il a été clairement dit que ceux-là qui ne parviendraient pas à franchir le seuil de 10 sur 20 à l'issue des 10 d'évaluation seront admis à une formation modulaire, c'est-à-dire seront peut-être formés sur une certaine durée. Donc, ce n'est pas qu'ils seront éjectés ou bien sortis de l'effectif de la fonction publique. Donc, c'est des personnes qui feront l'objet d'une formation pour, à terme,
faire l'objet d'une seconde évaluation. Et justement, à l'issue de cette seconde évaluation, ceux-là qui n'auraient pas pris le bon pli seront ceux-là qui seront affectés à d'autres fonctions à d'autres professions de la fonction publique, si je peux m'exprimer ainsi. Absolument. Donc c'est le cas. Ce n'est pas que c'est des gens qui seront d'office éjectés de la fonction publique. Le principe est que toute personne qui s'est au moins présentée pour se faire évaluer a des chances de se voir maintenue dans la fonction publique. Peut-être que c'est un reversement peut prendre en tant qu'agent permanent de l'État peut prendre du temps, mais toujours est-il que le gouvernement ne veut pas que ce soit des personnes qui soient d'office éjectées de la fonction publique. Maintenant, voilà, on en est à la veille de la rentrée scolaire. L'évaluation diagnostique est là, mais il y a d'autres choses qui ont été faites. Aujourd'hui, la loi ne permet plus aux enseignants, en tout cas aux fonctionnaires en général, de faire des grèves à n'en point finir. De toute façon, non plus le gouvernement ne leur donne de raison d'aller en grève. Est-ce qu'on peut espérer, Mehdi Sagunko, une année 2019-2020, je dirais, totalement apaisée? Je crois que nous pouvons commencer par espérer une année académique apaisée du moment où les préalables dont j'ai parlé tout à l'heure ont été réglés. Maintenant, il y a d'autres questions à régler en chemin ou bien en cours de route. La question des primes trimestrielles qui bon, si c'est payé à temps, c'est que ne vont pas constituer des sources de mécontentement ou bien de frustration. Donc, les retards dans ces paiements peuvent également faire monter la tension, mais nous avons compris, il faut comprendre que le gouvernement désormais fait de plus en plus preuve de proactivité, d'anticipation, et c'est des problèmes qui ne surviennent plus. Donc, au regard de ce paramètre, c'est qu'on peut vraiment espérer que l'année scolaire va se dérouler sans problème et que tout ira bien, c'est comme nous le souhaitons. Vous pensez aussi que l'année scolaire qui commence demain peut être une année apaisée, oui, sans grève, comme on l'a connu, la première depuis bien longtemps cette année-ci? Il n'y a pas de raison que l'année ne soit pas apaisée, de mon point de vue, d'autant plus que le gouvernement a cette capacité d'anticipation sur les conflits et les crises. C'est ce qu'il a montré récemment. Oui, justement, il y avait eu, je crois, il y a une dizaine de jours, il y avait eu un conseil encore pour les ministres qui sont chargés du dialogue social avec les acteurs de l'éducation. Ils ont fait un état des lieux par rapport à ce qui était acquis et ce qui reste à faire, à obtenir de ces enseignants-là. Je trouve que... Les revendications vieillies de plusieurs années. Oui, bien sûr. C'est progressivement que cela se fera. Il y en a déjà qui ont été déjà satisfaits, comme vous l'avez dit. Et le gouvernement s'est inscrit dans cette logique-là d'anticipation sur les conflits et de régler les problèmes en amont, et dans la logique de faire en sorte que l'année ne soit pas perturbée. C'est vrai, on a arraché, enfin, je ne dirais pas arraché, il y a une nouvelle disposition qui restreint le droit de grève. Ce n'est pas qu'on a arraché le droit en entier, mais ça encadre désormais la mise en œuvre ou bien le droit de grève au Bénin. Mais cela n'empêche pas qu'il y a d'autres moyens pour permettre aux enseignants de revendiquer au cas où ils auraient constaté justement que les choses qui leur sont dues ne leur sont pas rétrocédées, ainsi de suite. Mais le principal goulot d'étranglement est déjà levé, pour ce qui est de la rentrée tout au moins, le positionnement des primes de rentrée sur les comptes des différents enseignants. Je crois ceux qui sont, la plupart ont été déjà satisfaits sur ce point. Ce qui reste, ce sera fait. Et je crois que rien n'empêche en principe que les écoles ouvrent leurs portes dès demain. Vous avez été satisfait peut-être des résultats des examens antérieurs, CEP, BEPC, baccalauréat. Est-ce que vous pensez qu'on peut encore améliorer ces résultats à la fin de cette année 2019-2020? Absolument, absolument. Et le gouvernement s'est inscrit désormais dans cette logique-là. Si on est parvenu à organiser l'évaluation diagnostique en dépit de ce que ces résultats qui ont été obtenus à l'issue de l'année scolaire écoulée sont encourageants, je crois que le gouvernement veut faire mieux. Faire mieux. Donc, c'est dire que le gouvernement n'est pas encore satisfait du niveau de l'école, même si on obtient 76% de taux de réussite à un examen. Par exemple, les 24% restants, l'objectif, c'est de parvenir à obtenir 100% de taux de réussite.
Et les mesures qui sont en train d'être prises, les réformes qui sont en train d'être opérées dans le secteur de l'éducation, et nous donnent de bonnes raisons d'espérer que les années à venir, le résultat sera encore plus amélioré. Et c'est pour le bien des parents d'élèves et du monde enseignant en général. Et cette année 2019-2020, vous espérez, vous aussi, Mehdi Tagbenko, que nous aurons des résultats, notamment au bac, qui seraient de meilleures factures? Je suis très optimiste dans ce sens, oui. Puisque du moment où on est sûr que l'année scolaire sera apaisée, va bien se dérouler et qu'il n'y aura pas de grève, ça veut dire que les programmes scolaires ont des chances d'être terminés. Et quand les programmes sont terminés, l'épreuve qui sortira de ce programme pour l'examen, le candidat moyen va se retrouver. Et c'est à partir de là que les résultats peuvent s'améliorer, pour qu'on puisse vraiment confirmer davantage la performance des enseignants à l'issue de cette évaluation. Puisque par le passé, lorsque nous enregistrons des taux de réussite minimes ou bien faibles, c'est souvent dû parfois au non-achèvement des programmes pour cause de grève. C'est aussi l'une des causes, puisque il y a des candidats, les candidats ne sont pas au même niveau. Il y a ceux peut-être du privé qui sont beaucoup plus avantagés, puisqu'il y a évolué dans un système, il n'y a pas de grève. Il n'y a pas de grève, c'est qu'ils finissent le programme et quelle que soit l'épreuve qui est proposée, ils se retrouvent. Mais au niveau du public, parfois, il y a des enfants qui se plaignent. Est-ce que c'est pour cela que le public a récupéré, je dirais, les premières places au niveau des examens? Pourquoi pas? C'est également une hypothèse qu'on peut poser. Parce qu'aujourd'hui, on est sûr de ce que tous les candidats partent sur les mêmes pieds d'égalité. C'est ça. Parce que voilà, c'est que celui qui est l'élève du public comme celui du privé a suivi les cours et le programme est terminé. Donc il n'y a plus d'inégalité ou de disparité quelque part où ceux qui sont dans le privé ont suivi tout le programme et que le programme a été exécuté à 75% seulement dans le public peut-être, et que parce que très souvent, c'est quand c'est les derniers chapitres ou les dernières situations d'apprentissage sortent à l'examen par le passé que beaucoup de candidats sont pénalisés. Donc aujourd'hui, même si l'épreuve porte sur le dernier chapitre, du moment où il n'y a plus les grèves, et que l'enseignant aurait déjà eu le temps de dérouler le cours, de faire suffisamment de révision, et puis le candidat, dès qu'il va plancher, aura à tirer simplement son épingle du jeu. Sur cette base, c'est on a des raisons d'espérer une amélioration du taux de réussite aux examens au titre de cette année scolaire qui va s'ouvrir demain. Nous sommes là en tout cas pour le vérifier d'ici quelques semaines, quelques mois en particulier, peut-être juin, juillet, nous aurons peut-être déjà les résultats de ces examens-là. Maintenant, nous envolons, nous quittons le Bénin après avoir dit un petit mot d'hommage aux militaires tombés, non pas tombés sur le champ d'honneur, mais quand même presque, puisqu'ils étaient en mission quand leur véhicule a eu un accident. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de faire trop de commentaires là-dessus. C'est juste l'occasion de présenter encore une fois les condoléances à ces familles déplorées et bien sûr de dire bien de courage à tous ces militaires qui sont blessés et qui continuent de suivre des soins appropriés sous la férule du gouvernement, notamment du ministre de la Défense, du ministre délégué à la Défense, M. Fortuné Nouati. Partons maintenant à l'extérieur pour parler donc du Zimbabwe, où Robert Mugabe, pour commencer avec vous, Mehdi Tagbenko, Robert Mugabe, ex-président défunt du Zimbabwe, commence à avoir des obsèques faramineuses, je dirais même démesurées, je dirais un peu à l'image des dernières années qu'il a connues au pouvoir. Quel regard avez-vous porté sur cette démesure organisée par le gouvernement? Bon, je crois que c'est des obsèques que mérite le défunt au regard de tout son combat, de son vivant. Lorsqu'on parle de Robert Mugabe, il ne faut pas oublier que c'est d'abord un grand combattant, un grand patriote, un acteur. Tout le monde ne le voit pas ainsi. Non, c'est d'abord ça. Non, c'est d'abord ça. En tant qu'acteur de la lutte pour l'indépendance de son pays, pour avoir réussi à libérer son pays de la tutelle britannique, et que l'histoire retient son nom comme une figure emblématique. Et puis,
par la suite, dès qu'il a pris le pouvoir, ses premières heures, il a eu à poser des actions vraiment éloquentes en termes de décollage de l'agriculture, réforme agraire, jusqu'à hisser quand même le pays parmi les producteurs de tabac dans le monde. Les tout premiers, voilà, dans le monde. Donc les premières heures de cet ancien chef d'État ont été vraiment heureuses et profitables pour sa patrie. On sait comment ça s'est terminé. Donc par la suite, tel que ça s'est terminé, c'est vraiment regrettable. Par un putsch, ainsi de suite. Donc, non, mais avant que le putsch n'ait lieu, Gabin Goubi, Robert Mugabe a changé entre-temps. Au début des années 2000, pour se maintenir au pouvoir, Robert Mugabe a lancé cette fameuse réforme agraire, redistribuer les terres de façon parfois très anarchique. Les apparatchiks du régime, ses proches, en ont bénéficié beaucoup. Les fermiers blancs ont été expulsés, mais l'économie du pays s'est effondrée. Robert Mugabe a dirigé pendant ces 15 dernières années, ces 20 dernières années, un pays sinistré et il n'a pas non plus laissé la main à l'opposition pour s'exprimer. Est-ce que le tyran que l'on voit dans cette image et le héros que décrit Mehdi Tagwenko doivent être célébrés de la même manière, puisque selon ce que nous voyons, en tout cas à travers les images que nous voyons, les obsèques accordées, organisées pour Robert Mugabe, c'est quand même extraordinaire dans un pays si pauvre. C'est vrai, vous avez parfaitement planté le décor, vous avez posé le bon diagnostic. C'est une figure emblématique, qu'on le veuille ou non, c'est un panafricaniste convaincu, c'est quelqu'un qui, durant toute sa vie, a lutté pour le néocolonialisme, contre le néocolonialisme, pardon, pour la libération de l'Afrique des mains de ces Blancs. Vous avez parlé de l'expropriation des terres, ces fermiers blancs, ce que ça a coûté au pays. Et même, il y avait l'isolement du Zimbabwe au plan international, tout ça. Donc, le peuple a souffert de ce combat-là, qui, à certains points de vue, à mon sens, était noble. Le peuple a souffert, il y avait le taux de chômage s'est accru, l'économie ne décollait pratiquement pas. Il y avait, vous l'avez dit, Morgan Tsvangirai. À 7 chiffres. Vraiment. Il y avait Morgan Tsvangirai, son opposant historique, qui avait été contraint à des conditions vraiment pas humaines. Il en est mort par la suite. Nous saluons également sa mémoire. Mais si on prend l'état de lieu comme ça, face à ce tableau-là, dire aujourd'hui qu'on veut organiser des obsèques aussi grandioses pour un pays qui n'a pas les moyens, n'est-ce pas, de s'assurer sa prospérité économique aujourd'hui, c'est paradoxal. Je trouve, c'est vrai que c'est une personnalité assez importante, c'est une grande figure du combat pour la libération en Afrique, mais compte tenu des réalités que vit le pays, je dirais qu'on aurait dû avoir de la modération dans les obsèques qui sont en train d'être organisées, qui devraient être organisées, je crois, aujourd'hui. Oui, de toute façon, l'enterrement devait avoir lieu ce dimanche même, mais en raison de la polémique qui est née il y a quelques jours autour du lieu où il doit être inhumé, l'enterrement a été décalé. Mais on en revient finalement autour de cette polémique à la volonté du gouvernement, c'est d'enterrer Robert Mugabe dans ce qu'on peut appeler le panthéon zimbabwéen. C'est le champ des héros, c'est là où les grands libérateurs du pays, à l'état de Mugabe, ont été enterrés. Donc ce qui donne raison, ce qui me donne raison dans mon argumentaire. Puisque si, au bout de Rollo, le gouvernement zimbabwéen a décidé de l'inhumer à la place du Panthéon, dédié aux héros nationaux de ce pays, donc ça veut dire que c'est quand même en reconnaissance d'abord à son combat. Non, ça, là, tout à fait. Personne ne conteste le débat. Compte tenu des réalités sociales du pays, je trouve quand même on aurait dû prendre certaines dispositions. Donc c'est vrai que les réalités économiques du pays ne permettent pas ces exagérations que nous sommes en train de souligner, mais toutefois c'est quand même au regard de tout ce que l'homme a été, que le gouvernement, le combat, parce qu'il a quand même au début risqué sa vie. Vous parlez beaucoup du début, vous laissez la fin. Bon, donc je crois qu'il faut voir d'abord, parce qu'aujourd'hui, si on parle d'État indépendant, on le lui doit, que le peuple le lui doit. Donc s'il faut voir les choses sous cet angle, sans plus chercher à voir tout ce qui s'est passé après en termes de velléité dictatoriale et d'abus par endroit,
Donc cet aspect-là seul, cet élément d'artisan de la libération nationale mérite déjà les hommages que nous sommes en train de constater en son honneur. Non, déjà la prise Et aujourd'hui, en tout cas, dernière chose, l'héritage. Que laisse Robert Mugabe en termes d'héritage au Zimbabwe? Oui, c'est d'abord le courage et je dirais un peu la persévérance dans un combat. Parce que ce qu'il a eu... On ne critique pas ceux qui sont morts en Afrique. Oui, ce qui a eu... Non, ce n'est pas le cas, justement. Vous savez, ce n'est pas parce qu'il est mort qu'on ne va pas revenir sur ce qui a été des travers ou bien des déviances tout au long de sa gouvernance. Mais je retiens de l'homme sa témérité, son combat, surtout contre le néocolonialisme, son combat dans le sens du panafricanisme. Je trouve que c'est un héritage que beaucoup de jeunes gardent d'ailleurs. Et aujourd'hui, on aura, en dépit des déviances qui ont émaillé et sa gouvernance, vont retenir ce qui convient de retenir. Est-ce qu'il ne faut pas saluer également, je suis persuadé que vous serez d'accord, le mot de Nelson Chamisa, le leader du parti d'opposition, qui est allé lui aussi à la résidence de Mugabe et qui a dit qu'il est venu saluer celui qui l'a combattu, mais à qui il doit d'être aujourd'hui dans un pays indépendant. Justement. Parce que le statut de pays indépendant, quoi qu'on dise, c'est qu'il en a été pour beaucoup. Oui, c'est lui. Voilà. Donc, ce volet-là seul, c'est vraiment important et qui mérite des hommages de grande dimension. De grande dimension, mais tout en tenant compte de la limite des moyens disponibles pour le Zimbabwe d'aujourd'hui. Ce sera tout pour cette émission. Merci à vous, Médis Agbenko. Vous êtes analyste politique, journaliste. Merci, et c'est avec vous que nous avons conduit cette émission aujourd'hui. En face de vous, Gabin Goubiyi, journaliste au quotidien Les Pharaons. C'est un plaisir de vous avoir reçu. J'espère vous recevoir de nouveau prochainement sur ce plateau pour d'autres débats autour de l'actualité de la semaine au Bénin. C'était Club Média 7 dans vos maisons. Merci de nous avoir suivis. Rediffusion après le journal de 23h30. À dimanche prochain.